Bonjour, bienvenue dans Tam Tam, le podcast recrutement qui te fait passer au niveau supérieur. Je m'appelle Léo, je suis entrepreneur et cofondateur du bootcamp T-Shaped Recruiter et je serai ton guide à cette aventure. Je te fais uniquement 2 promesses. Tu vas apprendre avec des épisodes concrets et activables, pas de blabla, pas de pipeau. Et ça, il y a des gens que tu n'as pas l'habitude d'entendre au quotidien, les gens qui font le recrutement d'aujourd'hui. Ce podcast existe grâce à Tim Taylor qui le sponsorise. Tim Taylor, c'est l'ATS qui m'a fait aimer les ATS. L'outil le plus complet pour recruter plus efficacement en ayant toujours en tête l'expérience candidat et l'expérience utilisateur. Merci à Tim Taylor de te permettre d'apprendre les invités de ce podcast et de t'offrir, à toi qui nous écoutes, un discount bien sympathique que tu trouveras en description. Mais bon, assez parlé, place à l'épisode du jour, c'est parti. Salut à toi, Julien. Salut Léo, ça va bien? Écoute super bien, et toi, comment vas-tu? Ça va plutôt bien. En ce lundi, plein de bonnes choses dans le taf. Bonne année, meilleurs vœux. Je sais pas quand sera diffusé le podcast, mais on peut quand même le souhaiter. Ah, ça sera diffusé courant février, mais en effet, on peut le souhaiter. Et d'ailleurs, tu sais, j'ai vu ce matin, donc on est là où on enregistre un 16 janvier. Tu sais que c'est le Blue Monday aujourd'hui. C'est en théorie le jour le plus dépressif de l'année, déprimant de l'année, parce que il fait froid, il fait gris, il pleut, il y a un vent de fou. Et c'est là où les gens réalisent qu'ils ne tiendront pas leurs résolutions qu'ils ont prises il y a 2 semaines. Et donc, ça a été prouvé scientifiquement que c'est le jour où les gens sont le plus déprimés de l'année. Donc écoute, nous, on va aller contre le Blue Monday et faire un épisode plein de bonne humeur. Et donc pour commencer directement, allez, on fonce dans l'intro. Julien, ma question pour toi, pour les gens qui ne te connaissent pas, qui es-tu, Julien? Je suis à la base formé en communication, ça remonte à un moment déjà, et j'ai fait pas mal de choses dans le journalisme, la communication événementielle et même la restauration avant, 15 ans après l'adolescence, avant une retrouvaille plutôt avec Carole David, qui travaillait dans un cabinet de recrutement et qui avait chanté dans un groupe de rock avec moi quand on avait 16 ans. Et qui a posté, après un contact sur LinkedIn, a posté un sourcing game. Je savais pas ce que c'était, je m'ennuyais dans mon travail à l'époque, et ça a été le coup de foudre, surtout la dernière question, après un jeu d'enquête qui disait voulez-vous considérer ce questionnaire comme une candidature? Et c'était tellement what the fuck que forcément oui. Et ça a donné lieu à une discussion avec elle, et une discussion avec le cabinet l'Étincelle RH, et qui m'a présenté le métier du sourcing, et qui se retrouvait un petit peu au carrefour de plusieurs de mes expériences dans le marketing, la communication, l'écriture, la sémantique, ces réflexes-là. J'ai embrassé le métier totalement, parce que la complétude du métier m'allait parfaitement, et j'arrivais sans a priori sur le métier justement, ou sur les RH, donc tout à apprendre, et j'ai foncé dedans. Ça a duré 3-4 ans, et puis je suis arrivé chez Doctolib en tant que sourceur pour les fonctions support, les core services, en avril 2022. Et ça se passe très bien, ça va faire bientôt, ça fera 10 mois, 1 an quasiment. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Trop bien, donc un expert sourcing au sein de Docto. Et donc, tu as plein du coup de choses à nous apprendre sur le sourcing que tu as appris là aujourd'hui, mais dans tes jobs passés. Et je suis en train là en ce moment de mettre du coup ma blouse et mes gants, car le thème qu'on a choisi pour aujourd'hui, c'est l'anatomie d'une session de sourcing. Et donc, on va voir comment est-ce qu'ensemble on va décortiquer tout ça. Comment est-ce qu'on fait du sourcing, comment est-ce qu'on démarre, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les étapes clés, et surtout à la fin, comment est-ce qu'on analyse et comment on se dit, ok, c'était bien ou c'était pas bien. C'est le thème qu'on a choisi ensemble pour cet épisode. Et donc, je propose de commencer tout de suite en parlant du début du sourcing. Quand toi, tu commences une session de sourcing, et donc peut-être tu peux nous expliquer ce que tu appelles toi une session de sourcing pour les gens qui se disent c'est quoi cette chose-là. C'est quoi les éléments à avoir avant de commencer son sourcing? Les éléments à avoir avant de commencer son sourcing, c'est beaucoup de matière. C'est-à-dire que évidemment une présence sur le briefing du hiring manager, du manager qui a un besoin, ou du client si on est en cabinet, être présent à côté du recruteur. Et si on arrive en cours de mission, parce que c'est parfois le cas, solliciter un rebriefing encore une fois. L'idée, c'est de capter le plus possible de matière. On va avoir les mêmes besoins d'information qu'un recruteur, la même base, ça c'est sûr, mais aussi et surtout des éléments en plus, parfois inhabituels même pour le hiring manager, c'est-à-dire qu'on va, dans le sourcing, on va chercher des profils avec des techniques de recherche dans les bases de données, qui vont être les réseaux sociaux, etc., ou les job boards. Mais l'idée, ça va être d'aller chercher des éléments de jargon du poste, parfois des acronymes de formation qui ont de la valeur ou qui reviennent dans ces profils-là, des certifications, des normes, des outils, tout ce qui peut paraître à peu près trivial ou hors contexte pour un briefing habituel, parfois pour un recruteur, mais qui vont être
des éléments qui vont faciliter la recherche. Donc c'est parfois un peu surprenant pour le hiring manager. L'idée, c'est pour éviter d'assommer le manager qui exprime son besoin de questions. L'idée, c'est peut-être simplement de le faire parler un peu plus ou d'orienter cette conversation, d'où le fait d'avoir besoin d'être présent. On peut même demander un petit échange avec quelqu'un qui occupe le poste ou qui l'occupait ou une autre personne de l'équipe, juste pour faire parler les gens, parce que le sourcing va être beaucoup lié sur les éléments de langage, beaucoup lié aux éléments de langage, plus qu'un profil qui va qui va être une liste de critères. Pour le sourcing, dans les éléments à réunir avant de commencer, c'est vraiment avoir du verbatim, de l'expression, du jargon. C'est essentiel pour associer des mots-clés et faire nos recherches. Et on va se dire que parfois le sourcing n'est pas invité dans certaines entreprises ou agences au briefing, et c'est potentiellement une grosse erreur, parce que chaque personne entre l'information, entre le hiring manager qui fait son briefing au recruteur et le sourceur va représenter un filtre. Et c'est en fait essentiel pour commencer une mission, peu importe que ce soit corporate ou en agence, de créer un canal de communication privilégié avec la source d'information, qui est la personne qui exprime son besoin. Donc, être présent au briefing, et puis ajouter au briefing, c'est pas une relecture du briefing recruteur, le recruteur le fait très bien. Ou alors quand on est recruteur et qu'on sait qu'on va être sur un poste pénurique, pousser un peu plus loin sur des éléments plus précis ou qui paraissent anecdotiques dans un autre cas. C'est ces éléments-là. Parfois, on part vite la fleur au fusil à rechercher des profils, à contacter des gens, et on n'a pas assez d'épaisseur, que ce soit de la connaissance du poste, parce qu'il faut faire des petites recherches aussi un petit peu avant. On va pas s'inventer expert en responsable d'unité autonome de production en industrie automobile en une journée. Donc forcément, on survole des sujets beaucoup, il faut beaucoup de curiosité, mais construire une base d'informations avant de faire du sourcing, c'est la chose à faire. Et on a souvent peu de temps pour le faire. Ok, donc tu vas aller prendre plein de choses partout dans tous les domaines, toi, ce que tu trouves à titre perso et Ouais. ce que les managers vont aller te donner en termes d'informations. Et ensuite, une fois que tu as cette sorte de wiki un petit peu via ton kick-off, ensuite tu peux te lancer dans le sourcing. Comment tu t'assures que les managers sont OK pour ça? Parce que souvent, les hiring managers n'ont pas forcément le temps de passer une session. Alors, si tu leur dis qu'en plus du recruteur ou de la recruteuse, tu auras des sourceurs, ils vont te dire attends, c'est trop. Comment tu t'assures d'avoir un lien avec les hiring managers au tout début d'une session de sourcing? Au tout début, alors c'est vrai que le fait d'être présent, c'est ça. C'est souvent arrivé sur une situation qui est compliquée parce que le recruteur n'avait pas toujours le temps de faire du sourcing ou le poste est très pénurique. Et dans ce cas-là, c'est pas si compliqué que ça d'être bien perçu, parce qu'on arrive pour enrichir, pour aider, pour supporter. Et on est il y a un petit côté Zorro qui est un petit peu facile entre guillemets de dire on est là pour aider. Ah merci, vous êtes là. Et c'est l'idée qui est derrière ça. Vous êtes souvent, on arrive sur une galère ou sur un recrutement qui était pour hier. C'est très souvent le cas. L'enjeu de se positionner à côté du recruteur comme un service spécial, il est important, comme une équipe qu'on va renforcer pour accompagner encore mieux le hiring manager ou sauver une situation. C'est pas uniquement un support, mais c'est vraiment un travail qui va parfois aller un petit peu plus loin. Et puis même dans le temps, assez vite, par nécessité, le sourceur va parfois plus plonger dans la technicité du métier parce qu'il a le temps, parce qu'il passe du temps sur les profils, il ou elle, et apporter un questionnement parfois même plus technique sur le profilage. Et ça peut surprendre positivement les hiring managers et leur montrer un peu la probité du sourceur là-dessus. Ils n'ont pas toujours l'habitude de travailler avec un sourceur, c'est vrai, ça pourrait passer pour un canal en plus, des mails en plus, etc. Mais le but, c'est vraiment pas d'aller créer une usine à gaz, donc vraiment aller à l'essentiel et de solliciter que pour être pertinent. Plus concrètement, pour engager rapidement et efficacement les hiring managers dans la relation, j'ai développé une petite méthode que j'appelle le carottage, qui est en fait un emprunt que j'ai fait aux commerciaux dans le cabinet où je travaillais, qui avaient parfois l'habitude de demander aux sourceurs, pour démarcher un client, d'aller nous demander 3, 4, 5 profils dont les noms seraient floutés, etc., pour teaser un petit peu le potentiel client, enfin le prospect. Et en fait, dans ce teasing-là, il y avait quelque chose d'intéressant pour moi que j'ai essayé de transposer à une relation client direct ou un hiring manager. Du coup, l'idée pour moi, c'est dès le brief de placer cette première action qu'est le carottage, en expliquant au hiring manager que je vais, dans les 24 heures suivant le briefing, envoyer un premier extrait de mon sourcing dans lequel je vais mettre 8 à 15 profils, ça dépend, volumétrie est variable. Mais surtout, dedans, je vais inclure des profils, oui, qui cochent toutes les cases, le check de tout ce qu'on a vu sur le briefing, mais surtout
des profils dont je pense qu'ils vont être hors scope, des profils out ou no-go, peu importe comment on les appelle, et des profils qui vont challenger les critères évoqués, où on a dit un peu oui au briefing, mais ça génère quand même du flou ou des paradoxes ou des contradictions. En gros, c'est surtout cela. Mais je le fais pas comme un piège où je dis voilà mon extrait sourcing, quels sont vos retours. J'indique que je vais mettre des bons profils qui cochent toutes les cases qu'on a vues ensemble, des profils qui sont out et des profils qui challenge les zones de flou. Il y a pas l'idée de piéger le hiring manager, mais juste de le teaser et de lui faire comprendre bah, déjà que j'ai une action rapide et que je vais attendre son retour pour lui faire gagner du temps uniquement sur les profils pour lesquels ça vaut pas le coup de creuser pour lui ou pour elle. C'est voilà, souvent c'est perçu comme généreux et le hiring manager va même donner des retours sur les profils positifs parce que il ou elle est enthousiaste sur les bons profils alléchants qu'on a pu trouver. Mais ça fonctionne bien parce que ça installe aussi dès le début un engagement sur le rythme. C'est-à-dire je fais l'effort 24 heures après de tout de suite donner de la matière en expliquant aussi que c'est pour pas se taper le mur 2 semaines après. C'est-à-dire qu'avancer en sous-marin et se rendre compte plus tard qu'on n'était pas aligné, c'est une perte de temps qu'on a tous plus ou moins déjà vécu. Il y a toujours ce premier réalignement après quelques premiers screens ou autres. Si on peut gommer ça dès le début, une partie de ce mur-là, euh, c'est pas mal. Et surtout, bah, le hiring manager comprend que sa réactivité, qui est, si on met une personne en plus que le recruteur sur la search, c'est qu'on engage des moyens, a lui aussi de faire montre de réactivité vis-à-vis de ça. Donc, j'envoie ce carottage et souvent, en 2 jours à peu près, exceptionnellement, ça peut prendre plus de temps, mais le hiring manager est enthousiaste et envoie ses retours et paf, c'est parti. On a quasiment déjà gagné 2 semaines et potentiellement évité 2, 3 premiers couacs au bout d'un mois. Ça marche très Ok. fort. Et ça, tu fais ça juste après le kick-off? T'envoies ça, tu fais le kick-off et dans la foulée, t'envoies le carottage? Je me fixe 24 heures. C'est un petit challenge perso. Ok. Ça arrivait que ça dépasse un peu, mais ouais, c'est important de le faire tout de suite, ne serait-ce que parce que le briefing, on prend des notes, les notes sont pas toujours parfaites, on peut perdre un peu d'informations dans la foulée. Quand c'est encore frais, ça vaut le coup de se prévoir tout de suite un premier sourcing en sortie de briefing d'1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures, enfin plus si on veut. Et ce sourcing-là, il est assez important parce que c'est le moment où on déblaye un peu le terrain, on fait ses premiers regards Ouais. sur des mots-clés. Et attendre 2 jours avant de faire ça parce qu'on avait d'autres rendez-vous, etc., c'est perdre une partie de l'information déjà. Donc ouais, je le fais Et tout de tu montes suite. tes compétences en le faisant assez vite après le kick-off, et du coup, les hiring managers en face se disent ouais, c'est chouette, la personne elle est réactive, elle a vraiment compris mon besoin, elle sait que c'est urgent, et elle m'envoie des profils de qualité. Et ça, du coup, tu gagnes la confiance, entre guillemets, et le cœur de tes hiring managers. Ça t'est déjà arrivé enfin, ça marche plus ou moins bien cette technique et que les gens te disent bah non, ça correspond pas du tout, faut qu'on recommence un kick-off, ou alors est-ce que tu es sûr que tu as bien fait, ou autre. Enfin, est-ce que tu as des exemples où ça marchait pas justement le carottage? Alors le carottage, il a toujours marché. Parfois, il a juste pris 3 jours. Voilà, quand le Ouais, manager est vraiment déconcentré. aller-retour, ouais. Aller-retour 3 jours. Et dans ces cas-là, je cache pas que j'ai commencé par approcher tous les profils qui étaient évidemment la crème du vivier et que j'ai gardé un peu sous le coude les profils avec du flou qui étaient dans le challenge du paradoxe. Mais voilà, dans ces cas-là, au bout de 2 jours, moi, je considère qu'il faut attaquer quand même. Si j'ai pas le retour à hiring manager, je commence uniquement avec les profils pour lesquels je suis sûr, et puis j'essaye d'en trouver des copycats, d'avoir d'autres profils faciles, on va dire. Mais dans tous les cas, ce travail-là, il marche toujours. Et en fait, c'est pas qu'il va mettre en défaut, mais c'est plus s'installer une réciprocité. On est là pour aider. La réussite dépend grandement de votre activité au hiring manager. Et pour le coup, ça installe cette relation, bah, pas d'égalité, mais de Hmm. collaboration, bah, ouais, de réciprocité, c'est le bon mot en fait. Il y a un sens commun qui se crée, il n'y a pas besoin de forcer. On montre qu'on est là pour servir, on fait l'effort, on est rapide. Chacun a son agenda, mais j'ai pas eu de mauvais cas là-dessus. L'important, et même pour les suites de missions, ça vaut pour le lancement et pour la suite, de toujours apporter de l'information, même dans les phases un peu plus Mhm. molles de sourcing. Donc ouais, là-dessus, pas de souci. Quelque part, si Donc technique infaillible. ouais, infaillible en tout cas, qui évite beaucoup d'écueils. Plein de choses peuvent foirer ou capoter dans une relation, mais en tout cas, ça c'est une base solide parce elle est pas interprétable autrement que comme une volonté de bien faire ou de l'efficacité. C'est vraiment se rendre compte au bout de 2 jours que qu'on allait dans le mur si on approchait ces 5 profils-là, ça vaut de l'or dans notre temporalité. Ça évite d'avancer sur un pré-screen, un screen avec le recruteur. Même le recruteur peut être dans le flou sur certaines zones, comme nous.
Et puis après, de se prendre un hiring manager mécontent, de recommencer tout parce que on en a approché 35 comme ça, et sur les 35, il y en a 20 qu'on aurait dû éviter depuis le départ. Si on peut éviter ça en 3 jours, c'est plutôt pas mal. Ouais, tout le monde gagne du temps et ça, c'est un avantage énorme. Et donc ensuite, une fois que t'as lancé ça, ensuite le process entre guillemets classique de recrutement continue. Donc à la fois les gens reçoivent de l'inbound, mais aussi les gens que tu leur envoies et les hiring managers commencent à faire des entretiens et autres. Est-ce que tu as remarqué, toi, dans la suite du sourcing, donc une fois que le kick-off est fait, que ton carottage est terminé, que les hiring managers sont satisfaits de ce que tu vas pouvoir faire comme boulot, quand on te préparait, tu me disais qu'il y avait des fois des patterns, des répétitions, des actions qui arrivaient systématiquement quasiment à chaque session ou en tout Ouais. cas fréquemment. C'est quoi du coup les points communs que tu remarques, peu importe les profils, les hiring managers, qui arrivent quasiment tout le temps? Ouais, on peut. Le sourcing, c'est un petit peu le métier du flou artistique si on le regarde de loin. Et en fait, avec le temps, que ce soit plusieurs missions ou plusieurs mois, je pense que chaque personne qui fait du sourcing, recruteur ou sourceur, commence, s'il regarde en arrière, à voir des choses. On peut avoir l'impression qu'au-delà de la technique, des booléens, de la recherche, chaque mission est complètement différente, que les populations métiers sont extrêmement hétérogènes dans leur réactivité, dans leurs attitudes, dans leur façon d'être à l'aise au téléphone ou d'aller au téléphone rapidement. En réalité, c'est plus que des points communs, alors qu'ils sont peut-être aussi liés à la façon de fonctionner moi dans mon sourcing, mais il y a quand même des choses qui reviennent. C'est hyper important à chaque arrêt de mission, qu'on ait clôturé ou pas, de toujours prendre du temps pour regarder en arrière, et puis petit à petit, assez vite finalement, on va se rendre compte qu'il y a des phases. Au début, on a du mal à les écrire, on ne le voit pas tout de suite, mais après plusieurs mois, si on fait ce travail d'analyse, on voit des patterns, et ça, c'est hyper important parce que dans le sourcing, on va souffrir parfois souffrir, c'est un grand mot, mais on va subir une pression qu'on va se créer soi-même ou qui va venir du recruteur ou du hiring manager en cascade. Parce que à un moment, on va avoir l'impression qu'il n'y a pas d'actions qui sont menées ou qu'il n'y a pas le même rendement qu'un début de mission, etc. Et en fait, ça s'explique par des phénomènes. Là, je parle beaucoup avec mes collègues là-dessus, en théorie, sur la temporalité du sourcing. Et en fait, c'est ça. Je ne sais pas si on rentre dans le détail. Si? Allons-y. Ouais, je trouve ça hyper intéressant, ouais. L'idée, c'est par exemple de se dire, alors c'est bien sûr mes constats et c'est pas parole d'évangile, mais par exemple, au bout d'un moment, de constater que quand on fait une première vague de sourcing, on va appeler ça une vague, si c'est, pour certains, c'est 15 profils, pour certains, c'est 60, pour d'autres, c'est beaucoup plus, et on peut peut-être parler de boucherie, mais c'est pas le sujet, mais du coup, admettons, j'approche mes 30 profils, jour 1, après le briefing, mon carottage et les retours du hiring manager. Je lance mes 30 profils. Et en fait, ce que j'ai constaté, peu importe les clusters, peu importe la rareté du métier, je fais mes approches. On pourra parler de comment faire des bonnes approches, mais c'est un autre sujet. Je fais mes approches sur mes 30 profils. À chaque fois, systématiquement, je vais constater ce que je vais appeler le flash. Ça, c'est une pure invention, mais j'ai pas d'autre mot. C'est qu'il va y avoir toujours entre 2 et 7 profils sur 30 ou une vingtaine qui vont répondre dans les 4 jours. Mais quasiment systématiquement, c'est ce qu'on appelle ce que j'appelle les 25-30 premiers pourcents de taux de réponse en fait du début de mission. Et ça va aller très vite, tout de suite. Et ceux-là, c'est les profils alors qui vont répondre parce que s'ils avaient eu l'annonce sous les yeux, ils auraient postulé, mais elle n'aurait pas parvenu. Il y a un inconfort où ils sont en train de se poser des questions. Très bien. Que ce soit des bons ou mauvais profils, le flash, c'est un peu le wow effect parce que à chaque fois que je commence une mission, je constate qu'il y a 2, 3, 4, 5 profils qui déclenche tout de suite, et tout de suite, je peux dire au recruteur ou à hiring manager, c'est bon, j'ai un screen, j'en ai 2 dans la semaine. Hmm. Et ce phénomène-là, c'est un petit peu le faux ami pour moi du sourceur, parce qu'il va créer une attente ou une compréhension du rythme du sourcing qui est faux par la suite. Parce que dans ces 30 profils, on a donc ces 2 à 7 profils qui ont enclenché tout de suite, qui étaient identifiés comme des bons profils, très cool, ça avance, mais qu'est-ce qu'on fait des 20-25 autres? La fameuse relance, le travail de relance du sourceur. Et en fait, c'est là que ça devient compliqué en termes de temporalité parce qu'on a ce wow effect du début. Ça déclenche tout de suite, on a un sourceur sur la mission, ça rentre dans le pipe, ça met des screens, tout ça. C'est génial. Sauf qu'après, il se passe à chaque fois un travail de relance qui est plus, pas pénible, mais qui est plus fastidieux, qui est plus long, qui prend du temps et qui pour autant, parce que dans ces profils restants, il y a d'excellents profils qu'on avait identifiés,
qui mettent du temps à répondre pour un millier de bonnes raisons, n'ont pas vu le premier message, sont pas disponibles, sont pas forcément tout de suite intéressés. Et en fait, ce travail-là, c'est le travail de l'ombre. Parce que passer le wow effect sur cette première vague, soit on refait une autre vague de 30 profils et on essore très vite un vivier, ainsi de suite. On cherche nos 25% de taux de réponse sur des coups de 20, 30 personnes. Mais on oublie les trois quarts des profils intéressants avec qui on a peu de contact. Soit on rentre dans le dur, travail de relance, pour transformer le reste de ces profils. Ça, c'est le money time pour moi. Il peut y avoir dans le flash les premiers profils qui répondent instantanément, des profils qui vont au bout, en final, ou qui vont sur un closing. Mais assez souvent, je constate que c'est dans le dur qu'ont émergé les profils les plus dont la posture était solide. Voilà, mais en tout cas, ce travail-là peut durer une semaine, 2 semaines, où le hiring manager, quand on est en réunion hebdomadaire, si on en fait ou autre, où on est sur expliciter ses actions. Alors j'ai relancé 20 candidats, je commence à avoir un début d'échange avec un tel, mais c'est plus aussi sexy sur le papier pour le hiring manager ou le recruteur que c'est bon, c'est parti en screen au téléphone tout de suite en 48 heures avec les premiers. Pour autant, ce travail-là, il a de la valeur parce qu'il va aussi faire grandir notre connaissance du marché. C'est là qu'on va avoir beaucoup d'informations qu'il faut faire remonter, transformer en informations consommables, d'indicateurs, ne serait-ce que j'essuie beaucoup de refus à l'écrit sur LinkedIn pour X ou Y raison, ou parce que un tel débauche, un tel embauche, ou on n'est pas attractif sur la rémunération. Et ce travail-là, c'est c'est la phase de ce qu'on appelle le ventre mou. Il y a le flash qui déclenche tout de suite, le ventre mou, et puis une fois qu'on a fait ça, ou en parallèle, on construit la vague 2, etc. Si on se concentre de faire des vagues et de considérer qu'on a seulement les gens qui répondent au début, c'est 2 à 7 profils, bah, on passe à côté d'énormément de profils. Quand il n'y en a pas beaucoup, c'est d'autant plus compliqué. Mais surtout, on passe à côté de toute la richesse du sourcing et les informations marché. Et encore une fois, ces profils qui, pour des très bonnes raisons, vont mettre 3 semaines à transformer en je veux entamer un process, c'est bon, j'ai pu me projeter, etc. Donc ça, tout ça, ça s'explique et en être conscient, c'est voir venir la descendante entre guillemets, c'est dire bon, mon flash est passé, je rentre dans le ventre mou, je commence à préparer ma deuxième vague, je fais mes relances, mais voilà, faut que j'explique au business que voilà ce qui se passe, voilà pourquoi ça prend 10 jours, que ce qu'on a eu au début, on va le revoir après, mais c'est pas toujours évident. Beaucoup sont tentés parfois de refaire des grosses vagues d'approche avec un seul message, en oubliant le reste, pour être sûr de fournir tout le temps. Donc, mais ça revient à chaque fois pour moi. C'est fondamental ce que tu dis là et il faudrait que tous les gens qui font du sourcing l'écoutent. Tu vois, en formation, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup de personnes qui, en effet, ne font pas trop de relances ou en font juste une seule, par exemple. Et je sais pas si tu avais vu, c'était Robin qui a créé HireSuite qui avait sorti des stats en disant que en moyenne de tous ses clients confondus, c'était quelque chose de l'ordre de 14% de taux de réponse lors du premier message. Et en fait, à partir du moment où tu arrivais à 3 ou 4 relances, tu tombais à 28%. Donc en gros, si tu t'arrêtes à ton premier message, tu perds la moitié des candidats potentiels qui auraient eu envie de te répondre in fine. Alors réponse positive ou négative, après, il peut y rentrer dans les détails. Mais du coup, c'est ouf, c'est la moitié des candidats et candidates qui répondent pas si tu fais pas de relance. Et donc ce que tu dis, c'est clé. Et c'est un peu une sorte aussi de, comment je dirais, d'effet un peu shiny et nouveau que tu racontes là, où les managers aiment bien quand tu as des nouvelles personnes. Et c'est vrai que si toi, tu t'amuses à relancer 5 ou 6 fois la personne, limite, tu vois, depuis des mois, quelqu'un dans ton vivier, que tu relances, que tu travailles au corps pour que justement à la fin, la personne te dise, OK, vas-y, on fait un entretien. Ça, du coup, le manager, il le verra pas et où il le respectera pas. Et donc, c'est important, en effet, ce que tu dis, d'éduquer les managers là-dessus et de leur expliquer, voilà ce que j'ai fait, j'ai relancé ces personnes. Ce que tu dis vraiment est fondamental là-dessus et merci de dire ça. C'est clé et ça peut débloquer plein de situations de sourcing plutôt que d'aller épuiser, comme tu dis, ton vivier où en fait, t'as plus personne après. Surtout, je sais pas si tu étais sur du SAP à Nantes, bah, très vite, tu fais le tour. Il y en a plus beaucoup. Et donc, c'est en effet, si tu les travailles pas au corps avec des relances, ça fonctionnera pas. Est-ce que tu as trouvé d'autres est-ce que tu as vu d'autres points communs à part du coup ce rythme, tu vois, et ces phases? Est-ce que tu as d'autres choses qui sont intéressantes à raconter sur une session de sourcing, des choses qui se passent tout le temps et comment du coup sans prévenir ça? Des choses qui se passent tout le temps. Tu l'as dit, les gens n'osent pas relancer. C'est un vrai Ouais. phénomène chez les recruteurs ou les sourceurs. Même parfois des collègues ont pu me dire après une relance, donc 2 messages, j'ai du mal, c'est intrusif, etc.
Et c'est important sur chaque mission d'être conscient, de conscientiser le fait qu'il y a un milliard de bonnes raisons pour que la personne n'ait pas vu le premier message ou le deuxième, qui soit noyé dans la masse. Mais il y a surtout un truc que j'ai constaté qui est un peu un tips, là, c'est à emporter, on va dire. Les gens oublient qu'au-delà de 3 messages, peu importe le nombre, il y a un élément qui est magique, c'est le dernier message. Peu importe le nombre de messages qu'on envoie, que vous envoyez, il y a cette idée que dans le dernier, on peut effacer la dette du ghosting. Enfin, ça, là, je suis en train d'inventer des mots, ça fait un peu bullshit, mais Ouais, je vois ce que tu veux en dire. gros, après plusieurs messages sans avoir répondu, la personne en face va générer une gêne, en fait. Elle va se dire, après avoir reçu 3, 4 messages, je peux même plus lui dire non simplement en une phrase. Il faudrait que je m'explique, il faudrait machin, la politesse voudrait que. Et en fait, une technique à tester, que je conseille vraiment, qui est magique, c'est d'expliquer dans le dernier message qu'il est le dernier message, déjà. Il y a un côté marketing de l'urgence, tout ça. Mais surtout, ce dernier message est le dernier message et de dire, OK, c'est pas grave. Je comprends, mais il n'y a pas le temps, vous êtes sursollicité, etc. L'information qu'on veut, mais expliquer que c'est le dernier message et que c'est pas grave. C'est en gros excuser la dette sociale, une convention sociale qui est un peu brisée après un ghosting de 5 messages. Et en fait, à chaque fois, quasiment à chaque fois, vraiment, on est sur plus de 80%. Je me suis amusé à le tester ces 6 derniers mois. Sur plus de 80% du temps, on va avoir une réponse de quelqu'un qui ghostait. On va avoir une réponse, beaucoup de réponses négatives, mais quand même, je dirais 20-30% de positifs qui vont transformer même jusqu'au bout et parfois en embauche. Ça m'est arrivé dernièrement. Mais surtout dans les réponses négatives, on le sait quand on fait du sourcing, la réponse négative elle a de la valeur parce que c'est statué. C'est statué. Ce profil, n'est pas candidat, ce profil ne veut pas engager, n'est pas intéressé. Et souvent, avec cette façon d'avoir de l'empathie pour le fait que on est venu solliciter, parfois beaucoup, on n'a pas eu une réponse, c'est pas grave, on reste bons amis, les gens vont dire un peu plus que non. Et ça va de je suis bien là où je suis, ou je suis en processus pour telle entreprise. Et tout ça, c'est encore une fois de l'information marché, de l'activité marché, du profilage aussi pour le hiring manager qui comprend pas toujours qui vont être ses futurs collaborateurs ou qui a une vision parfois ancienne de son époque ou autre. Donc c'est important. Et effectivement, j'ai sauvé entre guillemets plusieurs profils qui étaient des profils tombés dans cette fameuse corbeille qu'on a dans notre ATS où il y a quantité de profils qui n'ont pas répondu sur lesquels on n'a pas statué. Beaucoup de gens qui vont dire oui. Et ça, c'est fascinant. Et oui, si on y met de l'humour, en plus avec le sourire et engager, malgré les 3 semaines qui viennent de passer, un échange de qualité et qui parfois va au bout. Donc c'est au-delà du nombre de relances à faire qui est discutable, chacun selon sa maturité sur le sujet ou pas. Et au-delà de ça, penser au dernier message, c'est crucial. Sur chaque mission, ce dernier message, il est customisé par mission, mais ça marche à fond. Et puis sur Ça les marche aussi, tu vois ce que tu dis pour les clients, hein, c'est tout bête, mais quand tu es indépendant, tu as des clients qui te ghostent pendant des fois des semaines et des semaines, et à la fin, en le closant en mode ok, j'ai compris que pour X raison, tu ne veux pas qu'on travaille ensemble, c'est pas grave, t'inquiète pas, aucun problème, on fera ça une autre fois ou autre. Et ce que tu dis, c'est vrai, j'ai perdu le terme que tu venais de dire, mais qui était chouette, où tu t'enlèves justement ce côté mince, j'ai ghosté, et c'est dommage, et les gens se sentent c'est un peu mal. une convention sociale qui est froissée, quoi. C'est Ouais, et c'est pas grave en fait. Enfin, c'est le jeu et en effet, comme tu dis, les gens sont occupés, ont mille et une choses à faire. Typiquement, des candidats qui sont en plus peut-être sursollicités par des recruteurs et des recruteuses. Ou d'un moment, ils se disent des sourceuses, ils se disent bah vas-y, c'est bon, je vais peut-être pas répondre. Et c'est pas méchant. Et souvent, on s'imagine soit de la méchanceté, soit que les gens veulent pas justement répondre parce que ils trouvent le message mauvais. En fait, on se pose plein de questions. Alors, en fait, non, juste comme tu dis, il y a mille et une raisons qui font que les gens ne répondent pas et c'est pas grave. Et tu casses en effet cette convention sociale. Donc très malin de venir fermer ta session de sourcing par ça. Chapeau. effectivement, comme tu le dis, je pense que c'est d'être plus ou moins des techniques qui sont ou une réflexion qui doit être utilisée en sales pour le commerce, Ouais. ça paraît évident. Mais c'est fou, en fait. Il y a tellement de bonnes raisons pour les gens de pas répondre. J'ai eu la flemme une fois, 2 fois. Après la deuxième fois, du coup, je suis gêné de répondre, donc je réponds plus. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer et c'est notre métier de pas émettre de jugement et d'être vraiment Et dans justement de l'empathie. comprendre. Ouais, Ouais. d'avoir les faits et de collecter les faits pour ensuite te dire que sur tes prochaines sessions de sourcing, justement, tu seras meilleur pour X raisons parce que tu auras compris ça, ça et ça. Avant du coup de passer à la dernière petite partie où j'aurais bien aimé qu'on parle de comment justement t'évalues ta session de sourcing, est-ce que tu aurais une ou deux anecdotes à nous raconter sur des sessions de sourcing qui seraient passées bonnes comme mauvaises, ou tu te dis ok, ça c'est vraiment dingue, il faut que je le raconte au monde entier.
parce que oui, on est diffusé dans le monde entier. Ouais, rien que ça. Et du coup, non, alors c'est voilà comme ça, alors je réfléchis. Il y a des trucs un peu rigolos que j'ai pu faire dans les approches, mais ça, Ouais, alors, toujours, moi, je suis très pour l'humour. Et alors, l'humour, si on n'en a pas au début, quand on crée sa phrase d'approche, c'est pas grave, ça vient avec le temps. Quand on grandit sur un métier, on fait une mauvaise blague sur les assurances, etc. Je suis très dans l'humour quand c'est possible. Et même plus c'est haut perché, plus c'est exécutif, plus c'est leadership, nanani, nanana. Plus les gens sont supposément dans un formalisme bien ancré, plus ils sont soulagés de pouvoir avoir cet échange qu'on leur propose, qui est un peu la soupape, l'avant-porte d'entrée du processus sérieux avec une posture plus engagée. On est ça, il faut qu'on soit capable, quand on source, de créer ça, cette antichambre du process vraiment formalisé avec un cadre et un engagement. Et c'est ce ton-là qu'on doit adopter. Bah, du coup, je fais des blagues. Et en fait, quand on est sur un profil a priori hyper sérieux, costard 3 pièces, tout ça, et qu'on fait une blague, on se dit je vais me faire bâcher, c'est pas possible, ça hmm. reste respectueux, hein. Et de voir que les gens rentrent avec plaisir dedans et enchaînent sur la blague et qu'on finit par faire 5 messages de réponse où c'est uniquement de la vanne sur vanne, avant de dire bon, on en parle. Ça m'est arrivé dans les assurances, notamment les assurances de personnes pour les grosses entreprises cotées, etc. Où c'était des gros profils et en cassant le truc tout de suite, le formalisme auquel ils doivent être très habitués Hmm. commercialement ou institutionnellement, on est rentré dans des conversations comme ça. Pour des développeurs, aujourd'hui, ça paraîtrait peut-être cliché, mais j'avais fait un truc rigolo dans mon message d'approche. C'était pour des développeurs front-end. J'étais chez le client, j'avais demandé aux développeurs autour quels étaient les langages d'encodage un peu précis pour voilà des trucs qu'il faudrait connaître si on était un développeur supposément assez avancé dans un niveau. Et en gros, Mhm. j'avais codé une partie de mon message d'approche qui était assez court en 300 caractères. Je parlais en français avec des lettres et une partie était codée en base 64. Une partie qui était une traduction en base 64 de la marque, une partie de la punchline marque employeur de l'entreprise en question. Alors, sur le coup, je me dis, c'est rigolo, c'était du type bonjour X ou Y, es-tu assez curieux pour lire ce message, quelque chose comme ça. J'avais plein de variantes, j'en avais une dizaine. Et puis, Ouais. j'envoyais cette petite catchphrase de la marque employeur en base 64. Ce qui s'est passé, et je m'y attendais pas, et là je l'ai payé entre guillemets assez cher, c'est que, enfin, sur le côté fun, c'est qu'en fait, certains ont commencé à répondre en base 64, ou alors en, comment dire, en hexadécimal qui codait du base Hmm. 64, qui codait donc du texte. Et en fait, ma messagerie LinkedIn, certains matins, s'est mise à ressembler à parce que les encodages parfois prennent plus de place que les textes. Et surtout, il fallait trouver à chaque fois quand on a codé en base 64 la réponse, j'ai utilisé du base 64, donc je me doute que c'est ça, j'utilise le traducteur, voilà. Mais quand c'est un hexadécimal qui code un texte, qui code un base 64, qui code un texte, il y en a qui sont allés très loin, jusqu'à 4 encodages, j'avais créé mon propre monstre. Ça, c'était rigolo et c'était C'est drôle. aussi sympa parce que comme j'étais sur site dans cette ESN-là, j'étais sur site et quand moi j'ai été perdu par les réponses que j'avais, ça m'a permis de solliciter les gens autour, les développeurs qui étaient là, de les engager un peu sur la recherche. C'était des gens qui n'avaient pas vraiment d'équipe recrutement à l'époque. Et pour le coup, ils se sont sensibilisés à ça. Ils ont vu qu'on pouvait faire Ouais. différemment. Une population de développeurs qui était habituée à se faire harceler, on va dire, sur LinkedIn en plus, ça leur a aussi montré qu'on pouvait faire différemment. Et bref, ça, c'était un truc fun et chouette. C'est drôle, ça a dû les faire marrer tes collègues de recevoir tout ça et de t'aider à déchiffrer Ouais, ce truc que tu devais pas du tout comprendre dans ton LinkedIn. Non, mais c'est vrai que c'est une très bonne idée et ça change de, je sais pas, des gens qui essayent de faire de l'humour en disant ouais, t'es un ninja du code. C'est toujours, ouais. enfin, C'est plus l'humour, c'est à double tranchant en fait. ouais, Ouais, tu sais pas trop sur quoi tu vas tomber et tu te dis ça se tente que si et seulement si tu sais que ça va pas être mal interprété et que ça va pas être, tu vas pas te retrouver sur un forum, genre sur le Reddit Recruiter Hell ou sur je sais pas, des nurses LinkedIn ou ce genre de choses où t'as voulu faire de l'humour et ça marchait pas. clairement, Ok, mais très bien. Ouais, dis-moi. non, mais c'est marrant que tu dis ça pour se retrouver sur les bad buzz de recruteurs. Et c'est pour ça que je me disais peut-être qu'aujourd'hui ça marcherait plus, même si c'était pas fait de façon lourdingue. C'est parce que j'ai eu sur peut-être 250 ou 260 Ouais. profils approchés comme ça, j'ai eu peut-être un retour de oh là là, le cliché sur les codeurs, alors que tout le reste était du type ah ça Bien sûr. change, etc. Donc Il y j'en en ai aura eu. toujours de façon pour critiquer. Mais voilà, je m'attendais à m'en prendre plus et à devoir changer ça. Et peut-être qu'aujourd'hui faire ça serait vu d'une autre façon.
À voir, on pourra faire un sondage au moment de la diffusion de l'épisode en mode qui trouverait ça bien, qui trouverait ça ridicule, qui trouverait ça juste lambda. Trop cool. Sur la dernière partie qu'on ne devrait pas trop durer longtemps, moi je suis curieux d'avoir ton avis sur l'impact. En gros, il y a plein je te dis ça aussi parce qu'il y a plein d'entreprises auxquelles je parle qui n'ont pas encore forcément d'équipe sourcing et qui se posent la question de se dire est-ce qu'il faudrait que je prenne quelqu'un avec moi ou pas. Et ce qui est intéressant, c'est le ROI. Hein. Tu sais, quand tu recrutes un profil, c'est est-ce que ça va me rapporter de l'argent ou est-ce que ça va m'en faire économiser. Et toi, comment tu détermines la réussite d'une session de sourcing? C'est quoi qui compte? Qu'est-ce qui fait que ça marche, que ça a bien marché à la fin? Ouais, alors évidemment, comme tout ce qui touche au recrutement, le premier truc que tout le monde va regarder, c'est le closing, l'embauche. Mais dans le cas du sourcing, ça doit être un petit peu différent la mesure du succès. Ça va être aussi bien la matière apportée l'information du marché, le challenge de la vision de la personne qui a exprimé le besoin. Ça va être aussi le nombre de personnes qui ont été présentées. Parfois, on est sur quelque chose de suffisamment pénurique en candidature entrante pour qu'on vient apporter du contraste. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir vu une personne, le hiring manager va en avoir vu 5. C'est pas un concours de personnes vues, mais on va avoir ce chiffre-là quand on a peut-être pas de closing à la fin, on a ça. On va avoir le time to hire, pardon, le temps d'embauche. C'est intéressant de regarder ça, de voir que par Ouais. exemple, une mission qui était ouverte depuis 228 jours a été clôturée, je sais pas, 14 jours après l'arrivée du sourceur. C'est des choses qui arrivent. Effectivement, il y a des postes très, très pénuriques dont les recherches de profils peuvent être très techniques, très poussées. Et finalement, le recruteur, pas parce qu'il n'a pas nécessairement les compétences, mais pas le temps, d'autres missions, voilà, et Mhm. parfois aussi pas la technique. Ne- 228 jours pour 14 jours sur le même poste avec le sourceur, c'est des éléments qui vont parler à tout le monde. Réduire réduire les temps de process et d'embauche, ça fait partie des éléments qu'on doit regarder. Et on peut aussi compter, je sais pas comment l'exprimer, parce que j'ai une analogie avec la restauration, mais là, on va dire, on va un peu loin. Mais c'est en gros de combien de postes peut avoir en charge un recruteur avec ou sans sourceur. On peut se dire qu'avec un Mhm. sourceur, peut-être qu'un recruteur peut prendre tant de postes et déléguer peut-être le traitement des candidatures entrantes, etc. Et du coup, être plus sur le coaching, la suite du processus, les entretiens finaux, l'assessment, et du coup, traiter plus de postes. On peut faire plusieurs calculs. Ouais, la valeur du sourcing, elle est vraiment dans le fait on va apporter de la valeur et de la connaissance au hiring manager. On va essayer d'apporter une vision plus claire et challenger parfois même les tableaux de rémunération qui s'avèrent de temps en temps faux et parce qu'on a été au Mhm. contact, on a parlé avec 20 personnes et qu'on est sûr que pour une personne avec 4 ans d'expérience, on n'est pas dans la range de rémunération du marché, on n'est pas compétitif, etc. Les closings, bien sûr, le nombre d'offres apportées, même si elles sont refusées, le nombre d'offres apportées par le sourcing, le nombre de personnes présentées au hiring manager ou qui avancent en final. Mhm. Ces éléments-là, on peut les regarder. Mais plus que ça, personnellement, moi, après, si on parle plus ROI vraiment, bah, c'est vraiment un succès quand la relation est créée avec le hiring manager, qu'on a un hiring manager qui a gagné en connaissance sur son marché, mais aussi sur le recrutement en général, et qui nous fait plus confiance. Ça veut dire que la prochaine fois, on va prendre des raccourcis. Il sera peut-être de façon plus claire, rationaliser son Mhm. besoin. Et tout ira plus vite. C'est une construction aussi dans le temps qui va être efficace. Le Et- tout dernier que tu proposes, et en fait, c'est presque enfin, c'est pas un KPI, c'est juste un impact humain, et il est très vrai. Plus tu vas créer de la confiance avec tes hiring managers, plus du coup, ils verront aussi l'avantage de faire du sourcing. Et ça vaut, je pense, pour tous les métiers. Tu vois, quand quelqu'un que tu connais, un métier que tu connais pas trop, te dit, bah, ok, faut que tu travailles avec. Au début, tu doutes, tu te dis, est-ce que c'est vraiment utile? Et ensuite, tu te dis, ok, non, je vois l'intérêt, je vois l'impact que ça peut avoir. Et donc, je recommencerai sans problème à travailler avec ces métiers-là. Et donc, c'est là où justement les sourceurs peuvent gagner un avantage énorme euh, en gagnant cette confiance avec tout ce que tu as proposé comme méthode du début à la fin, gérer le rythme, le carottage au début, être vu comme vraiment la personne qui connaît le mieux les candidats et candidates au quotidien et qui peut amener des insights marché. Trop bien, merci Julien. Et du coup, les KPI que tu utilises, toi, c'est quoi? On entend plein dans tous les sens, chacun a ses propres KPI. C'est quoi les tiens, tes préférés et pourquoi? Bah, du coup, il y a l'indétrônable taux de retour, le response rate au premier message, qui, même s'il n'est pas suffisant, est quand même un gros indicateur.
Voilà. Après, pas fixer de standard dessus. On peut entendre qu'à partir d'un certain pourcentage, c'est satisfaisant. Je pense qu'on peut se challenger là-dessus. Il y a le taux de profil intéressé in fine qui est très chouette. C'est-à-dire que sur ce taux de personnes qui ont répondu, combien vont vraiment enclencher soit un screen, soit une demande d'information poussée. Ça peut être des échanges par messagerie LinkedIn, SMS ou autre. Même si ça enclenche pas, combien vont vraiment chercher et développer de l'intérêt pour ça. Le chiffre est souvent assez moins flatteur. Et il va être intéressant au long terme parce qu'il va générer par un cluster de métiers des tendances. Et c'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup. Et voilà, on peut se mettre en tête des volumes d'approche différents en fonction du taux final de personnes intéressées, a priori, par typologie de corps de métier ou de cluster. On peut, euh, on peut aussi observer sur chaque clôture de mission le nombre de personnes intéressées pour un contact dans le temps prolongé. C'est comme des gens qui ont opt-in pour rester dans le vivier, le fameux l'Arlésienne du talent pool que tout le monde cherche. Mais c'est intéressant de voir sur une mission combien sur cette mission j'ai accroché de personnes avec qui on a eu un échange où c'est pas le bon moment, etc. Pour plein de bonnes raisons, mais qui souhaitent vraiment conserver le contact pour la suite. Celui-là, il est très important. Mhm. Et puis, on pense aussi à la question du NPS. Alors, il y a plein de façons de le faire fonctionner, mais NPS avec... Faut pas en parler à Carole, ça. ouais, le NPS est-il fini, tout ça, tout ça. Mais c'est vrai que c'est un outil qui est souvent biaisé, c'est sûr. Mais il est intéressant de l'envoyer au profil approché. Je sais que dans le cabinet dans lequel je travaillais, on l'envoyait uniquement quand on disait non. Ce qui est très intéressant pour l'exercice parce que c'était aussi un moyen de contrôle de la qualité et de l'attention portée à Mhm. l'humain quand on disait non. C'était un ancrage assez fort dans ce sens-là, mais on peut l'imaginer comme une façon d'opt-in pour la suite à une newsletter ou recevoir des offres d'un cluster métier à l'avenir. Et en tout cas, Mhm. voilà, pour savoir si on a bien fait notre travail, aussi bien dans la clôture positive que négative d'un échange et d'une approche, ça peut être utilisé de façon constructive. Il n'est pas parfait le NPS, mais Ouais, mais c'est mieux que rien déjà. Et en effet, c'est un début. Si tu après le combines à des questions du coup plutôt quali qui viennent se rajouter à ton NPS, là du coup en effet il peut être intéressant. Mais c'est là où tu te dis si en effet il y a beaucoup de questions quali, peut-être on peut l'oublier. Mais bon pour ça, on peut écouter l'épisode avec Carole où elle nous explique justement les inconvénients du NPS et elle nous met le lien de pourquoi est-ce que c'est pas le KPI idéal. Bref, on s'égare. Dernière question pour toi, Julien. Euh, tu as parlé de plein de choses, ça donne super envie je pense que si on ne fait pas de sourcing, de s'y mettre et d'aller plus loin. Comment toi, du coup, tu fais pour t'améliorer? C'est un domaine qui est très mouvant. Comment tu développes tes compétences au quotidien? ouais, je pense que le sourceur, la sourceuse, c'est une personne curieuse et avant d'être curieux, de regarder du contenu, que ce soit ton podcast ou des choses de sourceur non peut-être, tous les gens qui sont exposés, c'est vraiment, c'est vraiment un métier de terrain où faut avoir de Mhm, l'appétence pour vraiment les gens et leur métier, comme dans le recrutement en général. Mais d'une façon générale, le plus important, c'est de regarder en arrière à chaque fois. On pourrait se dire, bon, la mission est terminée, ouf, ou alors la mission est terminée, c'est un franc succès, champagne. En fait, le plus important, c'est de conscientiser un métier qui n'est pas encore bordé, où on n'a pas réfléchi sur tous les points de contact, tous les points d'action. Et pour le coup, je parle souvent de flow artistique, mais c'est vrai que on pourrait penser ça comme un métier pas anarchique, mais dans lesquels tout est tout le temps différent, ça bouge, il y a des stop and go dans l'émission. À la fin de mhm, mission, toujours faire une petite synthèse de ce qui s'est passé, comment. Et c'est comme ça qu'on va voir des phases, des patterns se créer qui sont liés au métier, aux populations de métiers, ou alors à soi-même, à sa propre méthode. Et en fait, c'est en levant quelques KPI, tu parlais tout à l'heure de taux de réponse après le premier message, oui, c'est super important pour voir les points d'amélioration. Il faut toujours mhm. regarder en arrière et avoir quelques datas. Je suis pas à la base friand des KPI quand ça veut pas forcément toujours dire des choses pertinentes. Mais ouais, l'idée, c'est de toujours regarder à la fin de chaque mission. Parfois, elle s'arrête sans succès, mais en fait, il y a un succès, mais on n'a pas réussi à le rationaliser. C'est ça qui est important. Regarder en arrière à la fin de chaque poste sur lequel on a travaillé, faire un petit, j'allais dire wrap-up, on parle beaucoup anglais chez Doctolib, une petite synthèse du Mhm. truc. Et c'est là-dessus qu'on va voir venir à nous les points d'amélioration. Et puis toujours regarder ce que les copains font. Et quand on voit une nouvelle technique, un nouveau hacking, de Essayez. Ouais.
ou pas, l'essayer, le tester, faire des hackathons. La communauté est géniale, franchement. Donc c'est super. Si on aime ça, c'est super facile de rester à la page, de se challenger tous les mois. C'est carrément faisable. Ouais, c'est un métier qui bouge beaucoup avec après du coup le seul risque c'est du coup c'est ce que disait Morgan, c'est de se perdre avec justement trop d'outils et de vouloir overkill, over-engineer le sourcing alors que des fois un bon message personnalisé simple suffit à faire des séquences hyper complexes, multicanal, tout ce que tu veux. Mais hyper pertinent tous tes conseils et surtout le fait que enfin, ce soit un métier de terrain encore plus que recruteur je pense parce que tu passes beaucoup plus de temps à creuser, à investiguer, à être dans un travail d'enquête. Les recruteurs et recruteuses ont moins le temps de faire tout ça parce qu'ils ont beaucoup d'autres choses à faire en partie. Et donc, en effet, quand tu sources, tu es encore plus sur le terrain et tu as encore plus de légitimité à conseiller le business sur la réalité du marché recrutement. Merci pour tous tes conseils. Ce que je te propose, c'est de passer aux 3 questions evergreen, qui sont les questions que je pose à tout le monde. La première que je te pose, ça peut être une phrase. C'est quoi un seul conseil que tu aurais à donner à quelqu'un qui recrute et du coup quelqu'un qui source? J'adapte ma question pour toi aujourd'hui. C'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui source aujourd'hui? Euh, T'en as déjà donné d'être plein, mais... d'être curieux, globalement, je pense qu'il y a un caractère Ouais. pour être sourceur, d'être curieux, curieuse. Et, euh, ouais, il y a un côté show-off. Montrez ce que vous faites. C'est vraiment, quand vous êtes dans le dur, quand on est dans les relances, Mm, quand on est mm. dans l'ombre, etc., c'est vraiment un sous-marin pour le business autour, les parties prenantes avec qui on travaille ou le client. Et on a l'impression qu'on ne peut montrer que le succès ou la finalité. Montrez, parlez de ce que vous faites aux gens avec qui vous collaborez. Ils comprendront mieux les phases de pression que vous subirez. euh, et ça vous rendra la vie plus facile et eux grandiront dans leur compréhension de votre métier. Très vrai, ce que tu dis, c'était, il y a notre ami Mohamed de l'école du recrutement qui disait toujours il n'y a pas de savoir-faire sans faire savoir. Et ça s'applique vraiment au sourcing. Il faut beaucoup de regarder, je fais ça, je fais ça, je fais ça pour que tu deviennes Mm. légitime et que tu sois plus efficace. Deuxième question que je te pose, admettons demain, tu arrives sur une île déserte, tu as le droit à un bel instrument de musique qui est un tam-tam, et en plus, t'offre d'avoir un contenu de ton choix. Alors du coup, tu as le seul contenu jusqu'à ce que tu arrives à t'échapper de ton île déserte avec tes compétences de sourcing. Qu'est-ce que tu prends comme contenu perdu dans ton île? Ok, lié forcément au sourcing? Pas forcément. Ça peut être un livre, un article, du podcast. Admettons, si t'as un podcast, t'as le droit à un, je sais pas, un Walkman, un peu genre sur Internet qui te répète en boucle des podcasts. Qu'est-ce que tu choisis, genre la chose qui t'impacte le plus ou qui t'a le plus impacté? Dans mon métier, bah, c'est pas quelque chose que je suis encore, mais j'avoue que tout a commencé avec l'école du recrutement et Carole David qui m'a montré le Ouais. métier et présenté le métier, mais que en réalité l'école du recrutement à ce moment-là, moi qui ne connaissais rien au RH, on l'a fait à distance, m'a mis un pied dedans. Ouais. Trop Pour bien. Et tu pourras débuter, emmener c'était Carole David avec toi pour essayer de ouais, fuir non, de l'île du coup. j'emmène Carole David, moi, on va dire ça comme ça. Comme ça, à vous deux, vous essayez de trouver un subterfuge pour, ok, comment est-ce qu'on fuit, comment on crée un radeau ou quoi. Et en plus, comme elle est Voilà, experte en tentage de trucs, elle saura forcément exactement. trouver un truc pour sortir de l'île. Ok. Et troisième et dernière question, c'est le balance ton tam tam. Est-ce que tu peux me lancer des noms de personnes qui, selon toi, sont hyper recommandables, enfin que tu recommandes pour venir sur le podcast et parler de ce qui les passionne au quotidien sur le recrutement? Pas forcément des recruteurs, des recruteuses, des sourceurs. Ça peut aussi être des chefs d'entreprise. Ça peut être des gens qui ont un lien plus ou moins direct, qui ont créé des outils ou autres. Je te laisse me balancer des noms. Ouais, je pense à Julien Le Guenec, qui est un recruteur, chef de Ouais. mission dans le cabinet où j'étais, qui m'a toujours impressionné dans sa capacité à créer de l'intimité avec ses clients ou les hiring managers avec qui il travaille, et qui a un véritable don pour l'écriture d'annonces. On est d'accord que l'annonce, c'est pas toujours le sujet le plus sexy, c'est laissé souvent de côté, alors que c'est un élément de sourcing dans la captation de profil. Mm, mm, mm. Et lui en fait quelque chose de vraiment intéressant parce que c'est épais, on peut s'identifier ou pas dedans, et ce qui est très intéressant, et il y a un vrai storytelling avec une plume. Donc là-dessus, ça fait toujours plaisir quand on prend Ok, justement du plaisir à lire un texte. Et sinon, trop je bien. pensais à Paul Mouchet aussi chez Doctolib, qui est mon manager. Alors oui, il y a un côté pommade et c'est biaisé. Non, Julien veut sa promotion. c'est ça, promote me. Et du coup, non, c'est ce qui m'a impressionné, c'est le fait qu'il a réussi. On en parlait tous les deux. C'est
pas beaucoup d'entreprises ont fait ce choix de quitter le recruteur 360 pour aller sur la construction d'une équipe. Même si c'est mis sur le papier et que c'est décidé en leadership, dans les faits, il y a de la complexité à construire ça, à installer ça, à placer les sourceurs dans les équipes. Il n'y a pas toujours, c'est pas toujours évident en termes de fonctionnement, le recrutement étant un métier de performeur, parfois en cabinet, etc. Donc installer ça est vraiment un challenge et je trouve que ce qu'il a créé pour nous dans son équipe est vraiment un super cadre. C'est très sain, on a encore énormément de choses à faire. Donc voilà, mais bon, on va dire ça c'est biaisé, c'est trop pour la promotion. Et en fait, Carole David, elle est déjà venue parler dans ton podcast. Et Ouais, mais c'est pas grave, elle nous écoutera et elle sera contente. ouais, Carole David, un grand merci parce que le tentage de trucs, voilà, je suis devenu sourceur parce qu'on a échangé au téléphone, parce qu'elle a posté un sourcing game qui a été créé par elle et d'autres. Mais voilà, pour ce qu'elle sait faire, est-ce qu'elle sait remettre en question le métier, Carole. Mais c'est génial, merci pour tous ces noms que tu nous as dit, tous ces conseils que tu as donnés au global sur l'épisode. C'est génial de tout ce que tu as pu faire, enfin ce que tu fais aujourd'hui sur le sourcing. Ça va aider plein de gens qui vont écouter et beaucoup qui voient le sourcing comme une corvée, comme quelque chose d'intéressant et d'épanouissant et genre d'un point de vue intellectuel, c'est trop intéressant pour le sourcing. Et en plus, ça marche d'un point de vue business sur notamment plein de profils qui sont extrêmement sollicités ou autres. Donc merci pour tous tes conseils. C'était un plaisir de t'avoir sur le podcast, Julien. Est-ce que tu as un mot de la fin? Moi, ça va, il y a un silence, donc je pourrais. Carottage. Ouais, carottage. Carottage, le mot de la fin. Ouais, allez, ça, on part là-dessus. Merci à toi, passe une bonne fin de journée et à la prochaine, Julien. Merci beaucoup, Léo. Salut. Et c'est déjà la fin. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est que ce podcast t'a apporté de la valeur. Si tu veux aider encore plus de recruteurs et de recruteuses à apprendre via ce podcast, tu peux faire 3 choses. La plus simple, tu en parles autour de toi. Et Myriam, j'ai écouté ce podcast-là, Tam Tam, vraiment bien, je te recommande. Numéro 2, tu peux aller noter 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast avec un gentil commentaire en prime. Ça me fera chaud au cœur. Numéro 3, le top du top. Tu en parles sur LinkedIn. Imagine la joie de l'invité du jour en découvrant que ce qu'il ou elle a dit a été apprécié par quelqu'un d'autre. Du love gratuit, quoi. Bon, tu sais du coup ce qu'il te reste à faire. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.